C'est un véritable coup de théâtre vécu cette semaine au Sénat. 16 parlementaires sous pression ont été contraints de démissionner de leur fonction de président de conseil d'administration des entreprises publiques. La presse a relaté cette semaine des scènes de résistance de ces sénateurs cumulards déterminés à conserver le siège jusqu'à la dernière minute, malgré les incompatibilités criardes de fonctions et l'indécence d'un tel cumul. Cette attitude de bourgeois qui s'engraisse sur le dos de l'État a suscité une vague de critiques au moment où des hauts commis de l'État cumulent allègrement des fonctions de ministre et PCA de plusieurs entreprises publiques dans un tel contexte où des soupçons de conflit d'intérêts pèsent sur le gouvernement. La presse s'est interrogée cette semaine sur la capacité des pouvoirs publics à lutter contre la mauvaise gestion des finances publiques, un cas d'illustration avec le démantèlement d'une mafia au ministère des Finances, un trafic illicite des fonctionnaires fictifs et agents corrompus bénéficiant des salaires et avantages indûment perçus, au-delà de l'interpellation des présumés cerveaux de gang, publié en une de plusieurs journaux. Il apparaît clairement l'échec de la rigueur et de la moralisation au sein de l'administration publique. Pourtant, ce sont des valeurs cardinales du programme et la politique du chef de l'État, Paul Biya, confronté à un défi majeur, celui d'éteindre les braises ardentes d'une crise anglophone à quelques semaines de la célébration de la fête de l'unité nationale, malgré les opérations de sécurisation des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des enlèvements se multiplient, des exactions, des incendies dans des villages et des populations civiles qui sont contraintes de trouver refuge au Nigeria. Comment comprendre cette escalade de violence et ce pourrissement de la situation dans les régions anglophones? Ces problématiques majeures constituent le fil Ariane de droit de réponse ce dimanche. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission où des experts de haut vol vont pouvoir décrypter et analyser le traitement de la presse au sujet de ces différentes problématiques majeures. Avant de lever un coin de voile sur les éminences grises invitées sur ce plateau, je reçois le chroniqueur du dimanche, Flavien Ndongo. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous nos invités déjà présents. Qu'est-ce qui cristallise l'intérêt de la presse cette semaine? En tout cas, c'est point par point. De toute façon, nous allons découvrir tout cela avec la presse qui a traité de toutes ces questions. Des sujets pas des moindres encore traités par la presse cette semaine qui s'achève. Sur le sujet du cumul des fonctions, le journal Émergence nous apprend dans l'une des séparations de cette semaine que l'État camerounais joue donc un double rôle, un double jeu. Le quotidien privé bilingue se demande s'il fallait attendre 22 ans après la promulgation de la Constitution de 1996 pour pousser certains cumulards à la démission. Le journal Émergence rappelle bien entendu que des députés, des membres du gouvernement cumulent aussi plusieurs fonctions. Une question, que fait-on donc de cela au quotidien, donc au-delà des analyses qui sont faites par des experts rencontrés par le journal Émergence? La nouvelle expression souligne que donne le ton, en tout cas, que le ton a été donné au Sénat, après notamment la pression du Social Democratic Front et du Conseil constitutionnel. Le quotidien du Carrefour Equinox à Douala précise que des commissions créées au Sénat ont d'ailleurs poussé tous les sénateurs cumulards à libérer les postes des PCA, des présidents du conseil d'administration, et bien sûr qu'ils occupaient depuis plusieurs années. 16 ans, donc 16 au total, ont été rattrapés par des incompatibilités et le rédacteur de l'article de conclure que c'est une grande première au Cameroun et un vrai signe des temps, selon bien sûr le journal. Pour le journal Le Satellite, Paul Biya a mis donc les sages au pas en poussant ces derniers à respecter le règlement intérieur du Sénat. C'est l'heure de la renonciation, fait savoir le journal Le Satellite. Tout ceci donc ouvre pour la bonne marche des affaires au Cameroun et ouvre également la porte à la nomination des présidents du conseil d'administration. Voilà, c'est ainsi que la presse a traité de cette question, celle que nous avons.
un dossier qui fait savoir que c'est une maladie difficile à soigner dans notre pays. L'hebdomadaire nous apprend que 322 000 environ, c'est bien sûr le nombre de fonctionnaires qui émergent chaque mois au budget de l'État. Le même journal se demande par la suite combien travaille-t-il au Cameroun. C'est la grosse question, mais pas de réponse en tout cas à cette question. Le journal Signature fait savoir par la suite que ces fonctionnaires fictifs sont plus à l'étranger pour des raisons diverses et jamais à leur poste de travail, mais ils sont pourtant les premiers à se présenter au guichet à la fin du mois. Alors, ce qui conclut et ce qui cache d'ailleurs derrière tout cela, cette opération qui est menée depuis plusieurs mois aujourd'hui, que doit-on faire et que doit-on comprendre? C'est autant de questions, mais le journal Mutation, qui ne répond pas à toutes ces questions, a donc simplement souligné qu'une centaine de responsables des ministères du ministère de la fonction publique et même des finances ainsi que du trésor public sont aux arrêts. Pour Mutation, le tribunal criminel spécial s'occupe d'eux et à la suite donc de l'opération de comptage physique des fonctionnaires engagés par le gouvernement camerounais. Le tabloïd renseigne que 6 agents du ministère des Finances s'expliquent d'ailleurs sur cette opération de fraude ainsi que ceux du ministère de la Communication. C'est dire que les têtes vont davantage tomber à la suite de l'opération qui est menée. Et pour terminer, Cédric, sur la crise anglophone, la nouvelle expression rappelle que des soldats camerounais ont été tués encore cette semaine à Bamenda. Et selon notamment le quotidien privé, un commandant de brigade des recherches de Bali et un soldat assassiné donc par des hommes armés. Le phénomène dépasse bien sûr l'entendement des populations qui ne savent plus à quel sens se vouer. Chaque jour, où presque des personnes sont tuées dans les régions anglophones et d'autres enlevées aux fins des rançons. Après bien sûr les autorités administratives, les prélats sont désormais la cible des sans-foi nilois. Mutation qui a donc mené une enquête dans ces régions qualifie d'ailleurs des martyrs de la crise anglophone, toutes ces familles déplacées à cause notamment des exactions perpétrées par des hommes lourdement armés et non identifiés qui sèment le désordre dans les régions anglophones. Donc on trouve parmi ces personnes, ces martyrs-là, les élèves, les enseignants, les soldats, les opérateurs économiques, les autorités administratives et même les ministres de culte dont des experts font savoir que c'est le pic des violences dans les régions anglophones depuis le début de cette opération. Merci Flavian de nous avoir rafraîchi la mémoire. Je vous souhaite un bon dimanche. Meilleur à vous. Place à présent aux panélistes de haute facture présents sur ce plateau de droit de réponse. Bâtonnier Charles Tchongan, bonjour. Bonjour M. Nfele et merci de m'avoir invité à cette émission pour analyser avec mes co-panélistes, n'est-ce pas, l'actualité de la semaine. Je précise que vous avez dirigé l'Ordre des avocats entre 2006 et 2010. Vous avez publié aux éditions du Chabel le livre intitulé De l'impossible justice au Cameroun. Également présent sur ce plateau, Edmond Kamgia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric. Vous êtes chef de la section politique internationale au quotidien, La Nouvelle Expression. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est le cas et je salue les très nombreux téléspectateurs de cette émission. Également présent sur ce plateau, le président de la section RDPC du CAM Sud-Est, Samuel Motte. Bonjour. Bonjour Cédric, merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation qui m'a été faite. Quatrième panéliste présent ici sur Droit de réponse, le ministre du chef de cabinet du SDF chargé de l'information et des médias, Jean-Robert Wafo. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les panélistes et bonjour également à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Alors je reste avec vous, Jean-Robert Wafo, des sénateurs cumulards qui ont choisi de démissionner de la fonction de PCA pour se consacrer uniquement au Sénat. Quel a été l'élément déclencheur de cette procédure, principalement durant cette session? Non, mais tout est parti, n'est-ce pas, de la session de plein droit. Nous avons observé que le doyen d'âge, Steve Moukete, une fois de plus, a donc présidé cette session. C'est à ce moment-là que le sénateur Kemende a posé un problème simple. Une motion d'ordre, il a demandé sur la base de quoi, n'est-ce pas, le sénateur Moukete pouvait présider la session de plein droit, alors qu'il est connu de tous qu'il a en même temps PCA de Cantel. Donc il a posé le problème du cumul de fonctions. Alors bon, on a observé un sénateur, n'est-ce pas, que je ne vais pas citer ici parce que j'ai également du respect pour lui, qui a voulu faire, n'est-ce pas, dans ce que je peux appeler dans le grenouillage. Et il a aussi, n'est-ce pas, d'aller au fond du problème. Il a essayé donc de distraire les gens. Mais fort heureusement, le sénateur Kemende, qui est un homme de qualité, puisque je le connais très bien,
Il a insisté, il a porté le problème. Et quand la presse est donc venue, parce que généralement, on ne permet pas à la presse, n'est-ce pas, de venir couvrir les séances plénières. Et voilà, le problème a été porté à la face, au public camerounais. Moi, je dis, plus qu'une faute morale, parce que c'est clair, il s'agit d'une faute morale, quand on est sénateur quand même, on les appelle ailleurs des vénérables, on doit prêcher par l'exemple. Justement, on doit prêcher par l'exemple. Donc il y a une faute morale, il y a aussi une question de détournement de deniers publics. Je vous en prie, on y reviendra. Edmond Kambia, la presse n'a cessé d'attirer l'attention sur ces nombreux cas d'incompatibilité de fonctions et de mandats électifs avec ces nombreux sénateurs, 16 quand même, dont la majorité était jusqu'ici président de conseil d'administration de plusieurs entreprises publiques. Comment la nouvelle expression a traité cette problématique-là? Effectivement, la nouvelle expression a suivi de près tout ce qui s'est passé au Sénat, a couvert, n'est-ce pas, cette session et a rendu effectivement compte de tout ce qui s'est passé et en particulier a traité de l'actualité concernant le cumul des fonctions. Et il faut dire ici que la nouvelle expression, d'ailleurs, depuis la dernière législature, c'est-à-dire depuis 2013 au moins, a soulevé ce type de question, cette interrogation, mais il n'y avait pas eu de suite jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, justement, à travers la modification d'une disposition du règlement intérieur permettant de regarder de près le problème du cumul de fonctions, que le Sénat puisse enfin se prononcer sur la question. Mais il faut dire ici qu'il a fallu qu'il y ait un nouveau Sénat, une nouvelle composition du Sénat, pour que la question se posât. Parce qu'en réalité, ceux qui étaient encore en fonction, puisque le texte, la modification a eu lieu pendant qu'ils étaient encore en fonction, on aurait pu, pendant ce moment-là, poser le problème. Mais il faut le dire ici, il y a une très mauvaise pratique, il y a de mauvaises pratiques dans ce pays qui veulent, et ça dure, que les cumulards gardent leurs fonctions pendant très longtemps. Il a fallu, enfin, que le député du SDF puisse poser ce problème. Et à la suite du député du SDF, il faut le saluer également, la bonne volonté du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire de jouer effectivement son rôle pour qu'on en arrive à là. Parce qu'il faut le dire ici, en ce qui concerne les 16 sénateurs qui libèrent ainsi des fonctions, il faut dire qu'ils libèrent en réalité 17 postes. C'est 17 postes à pouvoir, pas d'autres Camerounais. Et il faut le dire ici, c'est une nouveauté, c'est inédit, c'est historique. La nouvelle expression a rendu compte dans toutes ces différentes éditions, y compris l'édition de vendredi. Et il faut saluer ce travail qui a été fait par la nouvelle expression et même par d'autres quotidiens de la place. Justement, bâtonnier Charles Tchongan, vous avez lu ce traitement dans la presse. Quelle est votre analyse de l'attitude de ces sénateurs cumulards qui ont attendu cette session de plein droit et cette pression qui vient à la fois de l'opposition et du Conseil constitutionnel pour finalement céder ces fauteuils de PCA des entreprises publiques? Donc, je voulais d'abord saluer mon confrère qui a levé le lièvre parce que ça montre que lorsque les avocats sont quelque part, ça bouge un peu. Donc je voulais saluer cette démarche qui est une démarche républicaine et dans ce vent d'assainissement des comportements publics. Je pense que c'est une excellente chose. Je pense que la presse a été aux avant-gardes de ce combat. Parce que informer aussi, c'est important. Ne pas savoir, c'est dramatique. On ne savait pas. Mais il se trouve que les premiers responsables, ce sont ces cumulards-là, parce qu'ils le savent. On a encore aujourd'hui dans notre gouvernement des gens qui cumulent des fonctions avec la gestion de sociétés publiques. Donc je veux dire simplement que, oui, on va dire que c'est historique. Ce n'est pas historique. On revient à la norme. C'est ça la norme. Ce n'est pas extraordinaire que de demander à ses compatriotes de libérer ces fonctions. Vous savez, les gens qui croient qu'ils savent tout, qui peuvent tout, qui sont plus intelligents que d'autres Camerounais, qui peuvent à la fois gérer des communes, gérer des sociétés d'État, être membre du gouvernement, être sénateur, parfois député, même dans mon métier, on trouve ces incompatibilités. Nous avons eu dans ce pays des confrères qui ont été élus députés ou sénateurs et qui ont continué à occuper dans les affaires où l'État, où les collectivités publiques étaient intéressées, alors que la loi prescrit une incompatibilité fonctionnelle. Donc je pense qu'il faut que de plus en plus l'opinion publique et les journalistes fassent leur travail en dénonçant ce type de comportement qui bluffe la question de la gouvernance dans ce pays. Lorsque vous avez une communauté urbaine qui ne peut pas se réunir parce qu'un des membres est au Sénat,
Lorsque vous avez une mairie qui ne peut pas se réunir parce que le maire est en même temps député, lorsque vous avez, n'est-ce pas, une société qui ne peut pas tenir son conseil d'administration parce que, n'est-ce pas, le PCA est en même temps ministre et qu'il est dans ses fonctions régaliennes dans le Nord, parfois à l'étranger, ça pose quand même des problèmes de dysfonctionnement de l'ensemble, n'est-ce pas, des organisations publiques. Donc je pense que cet exemple qui vient du Sénat, et il faut saluer également l'attitude de Chebukete qui a été le premier à dire c'est bon, c'est clair, je quitte. Il a fait son choix. Je pense que dans cette démarche-là, c'est une démarche qui doit être pédagogique, qui doit interpeller tous ceux qui aujourd'hui, parce qu'ils sont nombreux dans ce pays, qui cumulent ces fonctions-là. Il y a beaucoup, voyez-vous, on a vu une vague de membres du gouvernement il y a quelques années, tous devenus des chefs traditionnels. Comment pouvez-vous gérer une collectivité villageoise en même temps en gérant un ministère? Tout ceci fait qu'il faut aérer un peu, n'est-ce pas, notre pays, pour que les compétences, n'est-ce pas, s'expriment là où le besoin se fait sentir. Il faut préciser que la majorité de ces sénateurs sont tous du RDPC, le parti au pouvoir, et l'un des cadres politiques de ce parti est sur ce plateau, Samuel Motte. Comment le RDPC a cautionné ce cumul de fonctions de la part de ces sénateurs? Pourtant, les lois prescrivent qu'il y a incompatibilité de fonctions entre PCA, d'entreprise publique, et parlementaire au Cameroun. Je voudrais, avant de répondre à votre question, apporter deux précisions. La première, c'est que si vous avez vu le déroulé de la session de plein droit qui marquait l'entrée en fonction des nouveaux sénateurs, il y a une distorsion par rapport à ce qui s'est passé il y a 5 ans. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés dans la salle, j'en faisais partie à l'époque des sénateurs suppléants, on a donné directement des attributs. Aujourd'hui, il y avait une phase de validation de mandat. Je veux bien comprendre que ce soit le confrère de Maître Tchoukan qui a soulevé le problème, et tant bien ainsi, mais également, je veux dire, ça rentrait dans le cadre de fonctionnement normal où effectivement on allait passer en revue un certain nombre de critères pour pouvoir savoir si les gens qui ont été élus peuvent avoir les mandats validés. Donc ça rentrait dans la procédure. La deuxième précision également, c'est l'ordre étymologique. Parce que là, j'ai entendu chaque fois incompatibilité de mandat, incompatibilité. En réalité, quand on parle d'incompatibilité, on parle de deux choses qui ne peuvent pas coexister ensemble, sur le plan étymologique. Mais sur le plan légal également, je le concède, c'est également un certain nombre de fonctions que le législateur lui-même définit comme ne pouvant pas être exercées par la même personne. Mais au-delà de ces incompatibilités-là aussi, si vous commencez à les passer en revue, à ce moment-là, ce sera un monde sans fin. C'est pour cette raison-là que vous verrez très bien qu'à côté de ces incompatibilités, on édicte également des règles d'éthique. Des règles d'éthique qui fait que lorsque je pense que j'ai un parti pris, ou alors je pourrais avoir un conflit d'intérêt par rapport à une décision qui est prise, je peux me mettre en marge par exemple du vote. Et dans le cas d'espèce, dire par exemple qu'on est en situation d'incompatibilité entre PCA et représentants du peuple, c'est une interrogation qu'il faut poser. Parce que si vous posez l'interrogation en termes d'incompatibilité, vous devez être en même également de le poser par rapport à quelqu'un qui serait également PCA d'une structure privée. Mais attendez, laissez-moi continuer. Je n'ai pas fini. La loi est claire à ce sujet. Attendez, un membre parlementaire laissez-moi terminer. Ne peut pas être PCA d'une entreprise publique. Il y a eu un cadre précis à ce sujet. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, vous allez comprendre le sens de ma réflexion. C'est dire effectivement que parler d'incompatibilité, je pense que le terme est fort. Il arrive effectivement, et c'est le cas. Et c'est pour ça que vous allez comprendre la résistance d'un certain nombre de ces sénateurs qui ne voulaient pas libérer les fonctions, sans toutefois les défendre. On est en situation ici d'une loi qui édicte le non-cumul de mandat et non d'incompatibilité réelle. Il s'agit ici des règles de non-cumul de mandat qui consistent à dire, et qui très souvent sont édictées pour deux raisons principales. Premièrement, on veut aérer, comme le maître Tungan l'a dit tout à l'heure, la sphère publique de telle manière à ce qu'il y ait une représentativité qui puisse être diversifiée. Dans le cas d'espèce, pourquoi est-ce qu'un PCA d'une société publique pourrait être en situation d'incompatibilité par rapport à une représentation nationale et que quelqu'un qui soit de la sphère privée ne puisse pas avoir la même incompatibilité. Mais ce qui s'est passé à l'Assemblée, et pour les postes que vous avez énoncés ici, même si le législateur, je pense que ça pourrait être une maladresse à mon sens, a édité en disant que c'est des règles d'incompatibilité, en réalité, ça y est des règles de non-cumul. Bien entendu,
Bien entendu. Je vous en prie, Jean-Robert Wafo, sur cette ligne de défense que brandit le RDPC au sujet de ces sénateurs cumulards qui estiment qu'il y a une nécessité à revoir l'esprit de la loi concernant, bien sûr, ces conditions d'incompatibilité de fonctions et de non-cumul de plusieurs fonctions. Monsieur Mautefait dans la phraseologie. Non. Oui. Et je comprends pourquoi, lors de la mandature passée, vous n'avez pas été sénateur titulaire. Vous avez plutôt été suppléant. Je tiens à vous rappeler une chose. Il s'agit bien, je dis bien, il s'agit bien, je vous en prie, il s'agit bien des incompatibilités. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il y a une commission au Sénat qu'on appelle la commission de vérification des incompatibilités. Vous avez compris? Validation de mandat. Je dis de vérification des incompatibilités, je vous en prie. Cette commission existe. Donc vous ne pouvez pas venir dire ici, PCA, bon, vous avez aligné certaines autres choses. Une chose est claire, la loi, c'est que vous ne pouvez pas être PCA d'une entreprise publique ou bien parapublique et en même temps être sénateur. Cette loi existe, oui ou non? Est-ce que j'ai dit le contraire? Donc voilà, donc ça ne sert. Donc c'est pour vous dire que toute la théorie, la phraseologie que vous avez développée là, ça ne servait absolument à rien. Et puis je vais dire, quand on dit, j'ai entendu M. Maud dire que non, la procédure a changé, n'est-ce pas, à la session de plein droit. Mais écoutez, si le sénateur Kemende ne s'était pas levé, le sénateur du SDF ne s'était pas levé, si ce n'était pas levé, pour tourner, vous connaissant, parce qu'il y a des ministres qui ont 3 postes de PCA. Malgré cette loi sur les incompatibilités, il y a des ministres dans ce pays qui sont 3 fois PCA, d'autres sont même secrétaires généraux, secrétaire général à la présidence de la République, secrétaire général à la primature, on vous connaît. On vous connaît. Et c'est pour ça que je dis ceci. Non, on ne vous laissera plus passer. Rappelez-vous d'une chose, M. Motte. L'opération Épervier, le premier déclenchement, c'était grâce à qui? C'était le Mouchipouguet, non? C'était grâce aux députés du SDF. Là, au moins, vous êtes d'accord? Je vous en prie, restons sur écoutez, le fond de la question concernant le cumul des fonctions et les incompatibilités au Sénat. L'incompatibilité est claire. Il ne faut pas interpréter le français, est simple. Alors, on a justement, vous ne pouvez pas être PCA on a justement et ici sénateur. avec nous un bâtonnier qui va davantage nous éclairer sur ces questions de fond relatives à l'interprétation des lois et l'application, bien sûr, au Sénat. Bâtonnier Charles. Oui, en fait, les incompatibilités sont par détermination de la loi. C'est la loi qui édicte les incompatibilités. Dans le cas d'espèce, c'est un fait juridique incontestable. La loi l'a édicté, donc on l'applique. Maintenant, vous avez l'autre problème qui concerne les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts peuvent s'appliquer au secteur privé. Vous imaginez un président de la commission des finances qui est en même temps directeur général d'une grosse entreprise multinationale, ça pose des problèmes de conflit d'intérêts. Dans ce cas-là, cette personne devait être invitée à se déporter, à choisir l'exécution de son mandat. Ce sont des comportements qui ailleurs ne posent pas de difficultés. Voyez-vous, quand vous ne pouvez pas être président, directeur général d'Air France, hein, et être président de la commission des transports, n'est-ce pas, au Sénat ou au Parlement français. Ce n'est pas imaginable, tout simplement. Ce que l'État fait, c'est d'anticiper, en édictant des règles concernant certaines fonctions. Mais dans la pratique, vous avez des cas d'incompatibilité factuelle qui sont liés au conflit d'intérêts que la fonction peut permettre à l'individu de favoriser sa société, son groupe ou un ami. Donc, quand vous avez, par exemple, prenons le cas de ministre des Finances, hein, dont l'épouse est en même temps trésorier général, on peut s'interroger sur la confusion entre l'ordinateur et le comptable. Donc, ça crée des conflits d'intérêts manifestes. Donc, ça incite, n'est-ce pas, le gardien du temple, qui est le Conseil constitutionnel, à rappeler la règle. Je pense qu'il faut saluer, n'est-ce pas, la consultation que le Conseil constitutionnel a faite en cette occurrence-là, pour dire qu'en fait, ce ne sont pas les hommes qui font les institutions, ce sont les institutions fortes qui poussent les gens à appliquer la règle. Et je crois qu'il faut se féliciter de cela. Moi, je pense que les résistants, parce que moi j'ai lu ici et là certaines personnalités
que je tiens en très haute estime, qui ont résisté. Hein, vous avez dû consulter la présidente de la République pour savoir quelle était la conduite à tenir. Et le couplet est tombé. Application de la loi. Donc par conséquent, chaque fois que la règle de droit est respectée dans un État, tout le monde ne peut que se porter bien. Justement, Edmond Kambia, quel est l'impact d'un tel cumul de fonctions et de mandats dans la gestion des affaires publiques? Lorsqu'un sénateur est PCA d'au moins 2 entreprises publiques et qu'il est appelé à la fois de jouer le rôle de contrôle de l'action du gouvernement et en même temps d'assurer, de veiller à la gestion, à la politique générale de ces entreprises-là. Peut-on y arriver? Comment vous appréciez l'impact de ce cumul de fonctions sur la gestion des affaires publiques au Cameroun? Tout à fait. Avant de répondre à la question, je voudrais rappeler un texte très important que le Cameroun a signé. La Charte africaine pour la démocratie, pour les élections et la gouvernance. Ce qui vient de se passer conforte le Cameroun dans la signature de ce document-là. Parce que la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance encourage, promeut, n'est-ce pas, les bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance. C'est-à-dire encourage les États à s'accommoder des usages républicains. Et ce qui vient de se passer favorise non seulement la bonne gouvernance, mais amènera peut-être peu à peu le Cameroun à se moderniser au niveau de sa manière de se gérer, de s'autogérer sur le plan politique. Maintenant, pour répondre directement à ta question, il faut dire que l'impact est réel. Ce qui s'est passé avant, c'était le règne du fourre-tout, c'était la confusion totale. Et les conséquences, c'est ce que l'on voit dans nos prisons VIP. La plupart des cellules VIP qui ont été créées après que des détenus, en tout cas, ceux qui sont passés par là, au niveau du TCS, se sont retrouvés en Kondengui, à Neubel. Mais c'est justement, dans certains cas, ça c'est pas pour tous les cas, dans certains cas, on s'est rendu compte c'est parce qu'il y avait des situations qui favorisaient des détournements de fonds publics, des situations qui favorisaient la corruption, des situations qui favorisaient le clientélisme, des situations qui favorisaient le népotisme. Et dans le cas d'espèce, parce que la pratique a perduré, et le bâtonnier le disait tout à l'heure, que ça ne concerne pas que les parlementaires ou les sénateurs, ça concerne aussi les ministres qui sont encore en fonction, qui cumulent avec des postes de PCA dans 1, 2, parfois 3 entreprises. Même 4. Il y a quelqu'un qui cumule 4. Et même 4. Et la situation est davantage au niveau de l'impact direct. Imaginez, je ne vais pas citer un exemple ou un nom, mais prenons par exemple le ministre de la Communication, qui a su la tutelle, qui est PCA de la CRTV. Vous imaginez, il y a un problème en justice. Le PCA est interpellé, le directeur général est interpellé. Alors le ministre, il va agir, il sera interpellé. Quelle est la qualité qu'il va utiliser? C'est le ministre qui va répondre devant la justice ou alors c'est le PCA? Vous voyez, il y a une confusion des rôles à un moment donné. Il fallait mettre fin, cette fois-ci, en ce qui concerne les parlementaires, à ce genre de situation. Nous espérons fortement que cela va impacter également en ce qui concerne les membres du gouvernement. Justement, Samuel Maud, sur la question qui transparaît concernant les ministres de la République qui sont également PCA de plusieurs entreprises publiques dans des secteurs névralgiques au Cameroun. Pensez-vous qu'il faudrait qu'ils suivent aussi l'exemple des sénateurs? C'est pour ça que j'ai voulu insister tout à l'heure sur la précision des termes. Et vous allez faire tous les efforts nécessaires, vous n'allez pas me sortir de ce carcan-là. La définition des termes, même si c'est des termes de droit souvent, il faut, et généralement je connais également les juristes très souvent, ils vont jusqu'à analyser des virgules. La précision des termes est d'une importance capitale. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question concernant l'influence ou alors la tolérance que le RDPC a eu en la matière pour pouvoir faire en sorte que cette situation puisse perdurer. Là, nous sommes en train de parler du Sénat, mais je peux vous rassurer, en ce qui concerne les mandats parlementaires des gens qui sont à l'Assemblée nationale, la validation des mandats a toujours intégré ce problème d'incompatibilité. Si, je connais pas mal
de députés à qui on a, je pourrais vous donner le nom si vous voulez, à qui on a demandé de faire des parties de l'un de leurs mandats. Et généralement, de manière générale, la plupart des députés qui ont été fonctionnaires de la République, et quand ils sont rentrés à l'Assemblée, on leur a demandé de faire des choix. Mais on si observe vous voulez, cette pratique de cumul de fonctions, ministre, PCA, c'est pour ça que vous dites, c'est pour ça que vous dites qu'il faut, c'est pour ça que je voudrais insister, c'est pour ça que je voudrais, effectivement, ça peut avoir des impacts sociaux, ça peut même avoir des impacts économiques, ça peut même avoir des impacts sur le plan du droit, mais c'est pour ça que je voudrais que l'on insiste sur les termes. Généralement, comme il précise évidemment, les incompatibilités sont toujours d'ordre légal, c'est le législateur qui les édicte, mais très souvent en prévision de la nécessité, par exemple, d'éviter des conflits d'intérêts dans tel ou tel domaine. En ce qui concerne les cumuls de postes, et c'est pour ça que j'ai voulu le resituer dans ce cadre-là, notamment en ce qui concerne les sénateurs, je peux vous donner raison, en disant par exemple, le PCA d'une société publique est nommé par un ministre, par exemple, ou alors par le président de la République. Ce qui veut dire que de ce point de vue-là, il reporte à l'exécutif. Il ne peut pas, de manière légale, être à la fois législateur et répondre également de l'exécutif. Nous avons fait une barrière étanche. Là, on est en situation d'incompatibilité. Or, dans votre démarche à vous, qui consiste à dire on ne peut pas occuper 5 fonctions à la fois, ça laisse la porte ouverte à toutes les formes d'interprétation. Et dans le cas d'espèce, si vous mettez cette occupation ministérielle-là, qui voudrait qu'il ne peut pas être ministre au PCA en même temps, je le mets en ce qui me concerne dans une définition de limitation de postes, de cumul de postes, et non dans une incompatibilité, en ce sens que je ne vois pas le conflit d'intérêts patent qui pourrait naître de l'exercice des deux fonctions. Celui de PCA dans un premier temps, mais également celui de ministre. S'il n'y a pas d'incompatibilité légale, s'il n'y a pas de conflit d'intérêts, en ce qui me concerne, je ne vois pas pourquoi on pourrait dire à un ministre de ne pas avoir un poste de PCA. Bâtonnier. Non, je voudrais qu'on évite la confusion. Oui, Parce que C'est vous qui faites dans la confusion. oui, vous confondez incompatibilité et non-cumul de mandat. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux concepts complètement différents. L'incompatibilité est prescrite par la loi. La loi. C'est une interdiction légale. Il n'y a pas le choix d'opportunité. Maître, Est-ce qu'il je peux vous interpeller. Est-ce qu'il est possible Est-ce que sur le plan légal, est-ce qu'il y a une incompatibilité légale à être PCA et être Je ministre? vous en prie, Samuel Motte, permettez au bâtonnier de pouvoir édifier les téléspectateurs. Moi, j'essaie de vous aider. C'est ce que je fais également. Ce n'est pas une question de débat ou d'opportunité. Est-ce que la loi a prescrit cette incompatibilité-là? Si c'est oui, on l'applique, point. Il n'y a pas de débat. Vous confondez maintenant avec ce qu'on appelle le non-cumul de mandat ou de poste. J'apporte des précisions. Le non-cumul. Je vous en prie, Samuel Motte, permettez au bâtonnier. Vous faites une confusion. Allez-y, bâtonnier. La question du non-cumul des mandats ou de postes est liée également à la loi. Vous ne pouvez pas faire partie de l'exécutif et occuper également pour le législatif. C'est constitutionnel. Ce n'est pas la bonne volonté des gens. Je reviens maintenant aux questions du conseil d'administration par rapport à la gestion des sociétés. Il y a une confusion de compréhension. Lorsque vous êtes au conseil d'administration, c'est quoi un conseil d'administration? Le conseil d'administration, c'est l'organe qui contrôle au quotidien la gestion du directeur général entre deux assemblées. Il se trouve que dans le conseil d'administration, maître. Oui. Ah, Oui. ça, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez continuer. Donc, ça veut dire que en fait, vous devez revoir vos cours de droit des affaires. Je ne devais pas dire ça. Le mais conseil d'administration, je pourrais également me le permettre. conseil d'administration, c'est l'organe qui oriente. contrôle la gestion du directeur général. Pas au quotidien. J'ai dit entre deux assemblées. L'organe principal d'une société, c'est l'assemblée générale. Ouais. Entre deux assemblées, c'est le conseil d'administration qui officie en termes de contrôle de l'action du directeur général. Donc, à partir du moment où il y a une confusion organique ou fonctionnelle entre le président du conseil d'administration et le directeur général, au moment du contrôle extérieur par audit, la mise en cause pose problème. On l'a vu récemment dans l'affaire Bissek. On a vu récemment dans l'affaire Bissek où un contentieux qui impliquait la présence du président du conseil d'administration a empêché la justice de pouvoir l'entendre parce qu'il était ministre. Il était ministre. Oui, effectivement. Et donc on n'a pas pu parce qu'il était membre du gouvernement, mais en même temps PCA d'une société privée ou à capital mixte. Donc c'est pour dire que la question que vous posiez tout à l'heure sur l'élargissement de cette incompatibilité ou ces conflits d'intérêts au secteur privé, elle est réelle.
elle existe. Il y a des moments où un directeur général d'une société privée ne peut plus faire un certain nombre de choses. Par exemple, l'accès au marché public. Vous avez des sénateurs là qui ont été élus et qui sont des capitaines d'industrie. Vous imaginez, j'imagine un sénateur qui est dans le secteur, par exemple, de la pêche et qui a besoin d'un agrément. Ça pose quand même quelques soucis. Comment peut-on demander à un ministre qui s'occupe du secteur de la pêche de refuser le renouvellement de l'agrément d'un sénateur qui est patron d'une grosse industrie de pêche? Alors, cette pratique, Donc, justement, il va falloir que les Camerounais s'habituent. J'espère qu'on va se réécouter après. Et qu'on s'interpelle sur ces questions-là. Oui. C'est-à-dire cet inceste, cette relation incestueuse entre l'argent et le politique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Quand vous voyez notre Sénat, notre Parlement, qui va là-bas? Ils sont tous là-bas. Les hommes d'affaires. Hein? Tous les grands hommes d'affaires sont soit maires, soit députés, soit sénateurs. Ça pose en démocratie un problème éthique sur lequel il va falloir que dans ce pays, n'est-ce pas, on s'y penche. Ça a Ces été- pratiques, ça a été le justement, sens de de mon propos, cumul maître. de fonctions de ministre et PCA obéissent-elles à des règles de bonne gouvernance? Jean-Robert Wafo. Il ne faudrait pas que M. Mott nous embrouille ici. J'ai comme l'impression qu'il veut faire couler le temps. Non? Il est inscrit que la fonction de sénateur est incompatible avec... C'est clair. C'est ce qui est inscrit dans la loi. Est incompatible avec les fonctions de PCA et tout. La loi est claire là-dessus. Ne nous embrouillez pas sur ce plateau. En même temps, je vais regarder l'aspect politique. Voyez-vous, c'est quand même surprenant que dans un pays comme le Cameroun, alors qu'il y a une pléiade de conseillers techniques, n'est-ce pas, la présidence de la République, il y a même des conseillers spéciaux, qu'on ne puisse pas avoir un fichier, n'est-ce pas, des ressources humaines là-bas. Pour moi, le premier responsable de tout ce qu'on a observé, c'est le président de la République. Il y a une direction des ressources humaines. Il y a même une direction de tout à fait. Je Elle dis, existe. le premier responsable, il faut le dire ici clairement à tous les Mais téléspectateurs. monsieur Wafo, en fait, la difficulté, c'est pas ça. La difficulté, ce sont ceux qui manipulent le fichier des fichier. ressources humaines. Mais je n'ai pas dit qu'il est coupable. J'ai dit qu'il est responsable, parce que c'est lui qui les nomme. À partir du moment où vous nommez quelqu'un, si la personne n'arrive pas à bien faire son travail et que vous le maintenez là, vous devenez directement responsable des actes qu'il a posés. C'est de ça qu'il est question. Comment peut-on mettre sur une liste de sénateurs RDPC des gens qui sont PCA alors qu'on sait bien que la loi... C'est-à-dire que, alors qu'il y a une loi qui aurait pu tout simplement vous épargner Là, on de est cela. encore dans la confusion. Il n'y a aucune confusion. Non, là, on est encore dans la confusion. Et là, je vous en prie. Et la deuxième chose, vous avez voulu faire dans la roubladise. Parce que, connaissant vos méthodes de gestion, si le sénateur Kémende du SDF, si le SDF n'avait pas levé ce problème, s'il n'a pas levé le lièvre, vous serez passé en douceur. Je vous confirme que dans le cadre de l'Assemblée nationale, Monsieur Cédine nous fait Messieurs, de toi. je vous confirme que dans le cadre de l'Assemblée nationale, on a toujours demandé aux gens de faire un choix entre les fonctions antérieures et le mandat de parlementaire. Dès qu'un décret est établi, il est d'application immédiate. Dès que le président de la République a signé dans le décret, portant qui fixe les incompatibilités, ce décret devait être d'application immédiate. C'est-à-dire que ces sénateurs-là même auraient dû démissionner directement. Et ça pose des grands problèmes parce qu'on regarde juste le problème d'incompatibilité. Il y a aussi un problème de remboursement de fonds. Il faut rembourser, là, il faut qu'on le fasse des ordres de recettes. Je suis désolé parce que c'est 1,5 milliard. Le quotidien, le jour, a fait un calcul et a relevé que l'État, dans cette opération, que ces sénateurs avaient perçu 1,5 milliard. C'est énorme. Parce que 1,5 milliard, par exemple, c'est 15 000 kits de dialyse. Je dis, c'est 1,5 milliard, c'est 200 salles de classe. 1,5 milliard, c'est 50 000 fois le SMIC. Il faut qu'on leur fasse des ordres de recettes, monsieur. Et pour chuter, pour ceux qui posaient la question de savoir qu'est-ce que le SIF va faire au Sénat, ils ont la réponse. En plus de ces Ils ont la fonctions, réponse. messieurs, je vous en prie. Parce que, Messieurs, je vous en prie. parce que, voyez-vous, je En suis plus pas de là. ces, Monsieur Céline nous fait les fonctions, Monsieur Céline nous fait les je vous en prie, on avance. Non, je suis pas là. On Donnez-moi avance. une minute. Jean-Robert Donnez-moi Wafo, 2 secondes. poursuivons ce débat et pour chuter, pouvoir permettre justement j'aurais aux déjà chuté. spectateurs de Monsieur mieux Céline nous fait les- comprendre.
Et pour chuter, Jean-Robert Wafo, c'est la preuve que, je vous en prie. au niveau du Sénat, Jean-Robert c'est-à-dire Wafo, que je vous en dans prie. une assemblée législative, En plus, ce n'est pas forcément le nombre qui compte. Je vous en prie. C'est aussi la qualité de ceux qui composent Monsieur cette assemblée Jean-Robert législative. Wafo, on poursuit le débat. Nous avons sept En sénateurs. plus des fonctions de Non, privilège 93 sénateurs. et des fonctions cumulées, souvent en toute illégalité, il y a un autre scandale qui éclabousse l'administration publique, le démantèlement d'un réseau où sont trafiqués des salaires et avantages sur le fichier solde de l'État. Edmond Pandia, la Nouvelle Expression, a mené une enquête au cœur du ministère des Finances. Que se passe-t-il là-bas concrètement? Oui, vous savez que 6 personnalités ont été interpellées. Elles sont accusées, n'est-ce pas, d'être mêlées à des réseaux mafieux qui portaient sur les trafics, n'est-ce pas, des fonctionnaires fictifs et qui a fait en sorte que l'État perd beaucoup d'argent. En tout cas, ces personnalités sont interpellées et puis la procédure va suivre son cours. Et je pense que cela participe n'est-ce pas, du mécanisme d'assainissement des finances qui est en cours. Et il faut dire que cette opération qui a été menée actuellement, notamment au niveau du recensement général, recensement physique des personnels de l'État, le comptage physique, au-delà de tout ce qu'on peut dire autour de la méthode, on voit déjà les premiers fruits. Il faut espérer que l'opération ira jusqu'au bout. Parce que la plupart du temps, des opérations ont été menées dans ce pays, on n'a pas vu véritablement les résultats, où les résultats ont été mitigés, mais cette fois-ci, on commence à percevoir les premiers fruits. Il faut espérer que ça aille jusqu'au bout. Et en plus, ce qu'il faut ajouter, c'est que cette opération que nous avons, sur laquelle nous avons planché au niveau de la Nouvelle Expression, et même d'autres quotidiens, d'autres journaux de la place, montre à suffisance que la presse est vraiment au cœur d'un sujet grave. Et ce sujet a déjà été évoqué les années antérieures au sein de la Nouvelle Expression. Mais il fallait enfin qu'il y ait un prétexte. Peut-être que le prétexte, c'est l'opération qui a été lancée par le ministre des Finances, qui permet justement de se rendre compte que la presse avait vu juste sur ce type de questions. Le comptage physique des personnels de l'État qui remet au goût du jour le sempiternel problème du fichier solde de l'État. Samuel Motte, vous êtes expert comptable, vous travaillez souvent sur ces questions relatives à la gestion des ressources humaines et les charges pour les différentes entreprises. Comment vous appréciez, quel est votre diagnostic sur cette opération qui est en cours et bien sûr ses ramifications au sein de l'administration publique? Je crois que c'est une opération salutaire, sauf que c'est la énième. Et j'espère que celle-là, au moins, ça portera un certain nombre de fruits. Parce qu'à recenser les fonctionnaires tous les 2 ans, et qu'on se retrouve chaque fois avec les mêmes problèmes des fonctionnaires fictifs, je crois que ça n'incite pas beaucoup d'espoir. Vous voyez bien que... Pour vous, qu'est-ce qui fait problème? Ça fait Non, mais c'est tout l'opération. simplement un problème de suivi, un problème de contrôle interne au niveau du ministère des Finances, qui devait se doter d'un certain nombre d'outils aujourd'hui qui pouvaient permettre... On a tout actuellement. Les nouvelles technologies nous donnent une potentialité, un éventail de techniques pour pouvoir rationaliser ce genre de trucs. On a ce genre de phénomène, ce genre de cycle d'exploitation. On a la biométrie qui peut être mis en contribution. Nous avons les cartes d'identité, nous avons les outils informatiques aujourd'hui qui fait que quelqu'un ne peut pas avoir de carte d'identité, ainsi de suite. Et donc, si on s'appuie sur un certain nombre d'éléments comme ceux-là, bien entendu, il y a un certain nombre de phénomènes également qu'il faudra cadrer. Le fait que l'on puisse affecter quelqu'un dans un ministère ou dans un poste où il doit normalement travailler et qu'il se retrouve à l'extérieur ou alors qu'il ne travaille pas du tout, il faut le faire, mais il faut le faire de manière rationnelle, de manière à ce qu'on fasse un recensement peut-être tous les 10 ans, et que ce soit également des recensements qui aient une certaine efficacité. Là, par exemple, on nous annonce un recensement qui va durer, je ne sais pas moi, 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois, je pense quand même que c'est long pour pouvoir traquer un certain nombre de choses. Il faut le faire de manière rationnelle, de manière ciblée, de telle manière à ce qu'on gagne aussi bien en temps, mais également en efficacité. J'ai répondu à votre question, mais je voudrais tout simplement vous dire, Cédric, puisque c'est vous qui conduisez le débat, lorsqu'il y a un certain nombre de sujets qui sont soulevés, laissez le temps nécessaire que l'on puisse débattre. Tout à l'heure, Wafo dit, les règles d'incompatibilité ont pour conséquence d'enlever des droits civiques aux gens. J'aurais souhaité que Maître Tchungang réagisse à cette occasion-là, il n'a pas entendu sa réaction. Et donc, quand on dit, par exemple, notamment, je ne prendrai pas beaucoup de temps pour pouvoir le dire, vous avez une incompatibilité, vous conservez votre droit à vous porter candidat à un poste que vous souhaitez, mais au moment où vous avez les 2 postes, on vous demande de renoncer à un. Mais cela ne veut pas dire que lorsque vous avez entendu l'incompatibilité, les ressources humaines
vous n'avez pas Justement, Ouais, restons sur cette question relative au fichier solde de l'État. Oui. Le gouvernement avait inventé il y a quelques années le logiciel CJPS2 qui devait permettre d'informatiser le fichier solde de l'État et de pouvoir, bien sûr, traquer facilement les fonctionnaires fictifs. Est-ce que ce démantèlement de cette mafia révèle l'échec de CJPS2, Jean-Robert Wafo? Première chose, le premier parti à avoir dénoncé le scandale des salaires fictifs, c'est le SDF. Il faut que je prenne M. Edmond Kambia à témoin. C'est le SDF au Parlement. C'est la preuve que vous pouvez être minoritaire, mais si vous avez le courage de vos idées, la force de vos convictions et la constance, n'est-ce pas, de votre intégrité, même si vous êtes minoritaire, vous pouvez faire bouger les lignes. On disait, donc on a parlé tantôt, n'est-ce pas? Je dis, je vous en prie, ce n'est pas la campagne, monsieur le bâtonnier, ce n'est pas la campagne, ce sont les faits. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je sais pas. Je vous en prie, allons au fond des questions. C'est pour nos téléspectateurs, parce qu'en fait, j'ai l'impression. Monsieur le bâtonnier, monsieur le bâtonnier, avec le allons respect au que je fond vous des dois, questions. vous avez Allons tenu au quand fond même des avec du questions. respect. Jean-Robert Wafo. Je dis vous en ceci. prie. Non, je Allons le au précise. fond des questions. Maintenant, parce que je Concernant- tenais à préciser cela. Je tenais donc à préciser cela. Ça veut dire que si nous arrivons à pouvoir, il y aura une révolution des mœurs. Bon, maintenant, parlant des salaires fictifs. On a pris, je crois, c'était 6 hauts fonctionnaires. Oui. C'était pour 13 milliards de francs CFA. Moi, je dis, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que, voyez-vous, quand le groupe parlementaire du SDF a posé ce problème à l'Assemblée nationale, c'était en 2006, par l'honorable Badam. On a fait une démo et par la suite, l'honorable Jean-Michel Nitcheux a également posé cette question au ministre des Finances. Il s'agissait de quoi en fait? Il y a une première opération d'assainissement du fichier solde qui s'est tenue en 2006, sous la pression du FMI qui avait rencontré les députés du SDF. Parce qu'on n'arrivait pas, le Cameroun ne sortait pas du gouffre. Le FMI, derrière les pays potentiels du FMI, quand nos députés leur ont parlé de ce gouffre, ils ont menacé le Cameroun en disant que si vous n'assainissez pas le fichier solde, le point d'achèvement est définitivement compromis. Le gouvernement a lancé cette opération. C'était à l'époque de M. Ababa. Ababa aux finances. Lors d'une conférence de presse à mi-parcours, à la question de savoir où on en était avec cet assainissement dans le fichier solde, le ministre Abba a dit ceci: nous sommes à mi-parcours de cette opération, on a débusqué 18 000 faux fonctionnaires et la masse salariale est passée de 36 milliards à 28 milliards de francs CFA par mois. On lui a reposé, les députés du SDF lui ont posé la question, il était là, il suivait, puisqu'il a répondu par la suite. Nous avons fait un calcul simple, monsieur le bâtonnier. 36 milliards à 28 milliards par mois, ça fait un gap de 8 milliards. Or, depuis 8 milliards par mois, non, ça fait combien? Ça fait 96 milliards. Nous sommes entrés en crise en 1987. De 1987 à 2006, ça fait 20 ans. Ça veut dire qu'on a détourné, au seul titre des salaires fictifs, M. Sédou Moufélé, 1920 milliards de francs CFA. Je dis bien 1920 milliards de francs CFA, qui est largement supérieur à ce que nous avons reçu à la faveur de la remise, donc lorsqu'on a obtenu le point d'achèvement, parce que ce n'était qu'une remise de la dette de 1420 milliards de francs CFA. Et nos députés ont dit ceci: si on avait fermé la vanne très tôt, depuis 1987, des salaires fictifs, on n'aurait pas eu besoin de brader nos entreprises, on n'aurait pas eu besoin d'aller vers le FMI. Alors, par la suite, l'honorable Nitcheux, ça c'est le ministre des Finances Essimé, il repose la question au ministre Essimé en son temps. Vous savez ce que M. Essimé dit? Il dit: honorable, je vous donne raison, c'est la principale gangrène de notre fonction publique. Et je vous en prie, je suis en train de dire des choses sérieuses. Mais c'est un débat. Oui, mais c'est un débat. Et puis, il a reconnu que si on appuyait sur ce dossier, ça pourrait faire tomber 20 fois la République. C'est de ça qu'il est question. Et monsieur le bâtiment, vous savez à combien se situe la masse salariale aujourd'hui? On était passé de 36 milliards à 28 milliards. Ça se situe aujourd'hui à combien? Ça plus de 70 milliards de francs CFA. C'est scandaleux. Justement, moi je dis c'est scandaleux. Bâtonnier Charles Tchunga. Vous devez libérer le plancher, vous du RDPC. Il y a eu une opération qui a été menée en 2006 par l'ancien ministre Polycarpe Ababa. Plus de 11 ans plus tard, le FMI à nouveau impose au gouvernement camerounais le comptage physique
de son personnel, alors que le Cameroun est à nouveau en crise. Comment expliquer que cette gangrène se poursuive depuis de nombreuses années sans que les différents ministres et différents gouvernements qui se succèdent ne puissent résoudre ce problème? D'abord, je voulais dire quelque chose qui est factuel, mais on verra bien. Je voulais d'abord dire que c'est un cran d'arrêt. C'est la nouvelle équipe présidentielle qui vient d'être mise en place qui déclenche tout cela. Et je vous l'ai dit parce que nous avons l'habitude de critiquer sans voir ce qui est bien. C'est le ministre des Finances, Paul Motazé, qu'il faut féliciter. Je ne sais pas si vous l'avez suivi lors de son discours. Non, mais ce n'est pas la première fois, M. Batouni. Non, je vous explique. Moi, je l'ai bien écouté. Troisième fois. Lorsqu'il s'est adressé au personnel du ministère des Finances le 1er mai. C'était la trame de son discours. Mais comme dans ce pays, chaque fois qu'on dit on va frapper, tout le monde rigole. Parce que vous voyez dans la salle, il y avait des gens qui riaient. Quand le ministre parlait, il y avait le ministre du Travail qui était là, et il expliquait effectivement ce que vous venez de dire. C'est que le mal de notre fonction publique, c'est la manipulation du fichier de solde. Oui. Il faut voir le profil des gens qui ont été arrêtés. Ce sont les ingénieurs. Oui. C'est ceux qui gèrent l'informatique. Quand mon ami Maud disait que nous avons les instruments techniques aujourd'hui pour régler cette affaire. Mais lorsque les acteurs, les concepteurs, les gestionnaires de ces outils-là, les logiciels, sont eux qui ont fait ça. Oui. La question aujourd'hui, et je suis d'accord avec M. Monfort lorsqu'il dit qu'on aurait pu échapper au plan d'ajustement structurel et à la braderie de nos fleurons industriels si cette question avait été maîtrisée. Il n'y a pas que le Cameroun. On vient de découvrir au Congo la même supercherie où le Congo a caché pratiquement 40% de son endettement. Donc, je pense que l'actuel occupant, n'est-ce pas, de la maison de verre va aller jusqu'au bout. Parce qu'en fait, il a attrapé le cœur du système. Maintenant, il va falloir aller jusqu'au bout. C'est-à-dire remonter vers les bénéficiaires. Tout à fait ce que vous Parce dites. que lorsque l'argent sort du trésor, ça va dans des comptes, ça va dans des banques. Oui. Donc, la traçabilité de cette affaire est possible. Et c'est pour ça que j'encourage le ministre, mon ami Paul Motazé, d'aller jusqu'au bout. Le pourra-t-il? Et que de ce point de vue-là, j'aimerais qu'il se rapproche un peu du bâtonnier en chair, pour qu'on mette à sa disposition une équipe d'avocats spécialisés pour l'accompagner dans ce travail. Parce qu'en réalité, il ne suffit pas de dénoncer, il ne suffit pas de traquer. Oui. Il faut que l'argent rentre. Il y a également d'autres interrogations. La grosse difficulté, voyez-vous, la grosse difficulté de l'opération EPB, c'est quoi? C'est que l'argent ne rentre pas. On a dépensé près de 70 milliards pour mettre en place cette opération. Et on doit être à 5 milliards de rentrée. Donc, cette affaire qui peut assainir la gestion et la gouvernance dans ce pays, qui peut redonner, n'est-ce pas, du cash à l'État du Cameroun, il faut que cet argent revienne. Je prends un exemple sans citer personne. Lorsque vous voyez un haut fonctionnaire comme un de ceux qu'on a pris, qui gère une équipe de football, sans citer de club, hein. On ne sait pas d'où l'argent vient, et qui distribue à volonté dans toutes les manifestations traditionnelles des sommes dont personne ne connaît l'origine. Monsieur le Batouni, maintenant nous comprenons. Monsieur le Batouni, ce sont les exécutants. Sans écarter la prévention de ces personnalités-là. Monsieur le Batouni, les 6 qu'on a pris, c'est les exécutants. Les commanditaires sont au sommet de l'État. D'abord, Samuel Maud. Attendez. Je voulais terminer pour dire, si le ministre Paul Motazé n'avait pas fait cela, vous aurez continué à brailler. Maintenant qu'il a démarré, laissez-le terminer son job. Mais je suis d'accord. Vous êtes dans le soupçon, permanent de complicité non avéré. Vous le mettez en cause des personnes. Quand vous êtes dans une forêt, vous revenez 2 fois devant le même arbre, c'est que vous êtes perdu. Établi. Non, moi je suis contre les mises en cause personnelles. Je dis, il a démarré une opération. Il faut que la presse soit vigilante, qu'elle fasse son travail d'investigation pour aider à y voir clair. J'imagine que dans beaucoup de foyers, ça tremble un peu partout. Ouais. Il y a une amie au magistrat de ce pays qui m'a dit un matin, cet oiseau commence à se rapprocher. Se rapprocher de tout le monde. Donc, ceux qui ont pris des libertés, et je cite le président de la République, avec les deniers publics, ils vont rendre gorge. Quand ça vient d'un jésuite, d'un ancien jésuite, il faut faire attention. Justement, Samuel Maud, sur cette opération qui est menée depuis de nombreuses années, mais dont les résultats restent peu efficaces.
Elle a été menée en 2006. Les différents ministres des Finances ont à chaque fois annoncé de telles opérations d'assainissement du fichier solde de l'État avec des logiciels comme CIGISPES 1, CIGISPES 2, qui étaient censés améliorer les mécanismes de contrôle des ressources humaines. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce que je pense que très souvent on n'a pas tiré toutes les conclusions, toutes les conséquences des constats qui ont été initialement effectués. Je n'ai pas pris pour critique les propos qu'il avance tout à l'heure en disant je demande qu'on apporte les nouvelles technologies de l'information, mais c'est les ingénieurs ici dans le cas d'espèces qui sont fautifs. Mais bien sûr, maître, lorsqu'on met des sécurités en place, on doit également prévoir du fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui puissent intéresser par bypasser l'ensemble des sécurités qui sont mises en place. Et pour cette raison-là, on ne mettra pas les sources entre leurs mains. On externalisera un certain nombre de fonctions et on mettra également en place qu'il y ait un certain nombre de rapports qui soient faits en fin de chaque journée et que le ministre des Finances puisse utiliser ça comme étant une boussole, comme étant un tableau de bord. En disant, c'est ce qui a été cité dans le cas des articles que j'ai vus, on donne des avances aux gens et puis ces avances-là sont supprimées. Vous ne pouvez pas l'envisager dans le cas d'une société privée parce que là, les sécurités sont claires, sont infaillibles. Et dans le cas, on le met CIGISPES 1, CIGISPES 2 ou CIGISPES 3, aussi longtemps qu'il n'y aura pas des mesures de sécurité qui empêchera un certain nombre de personnes malveillantes d'aller à l'encontre des normes qui ont été établies, vous allez toujours vous retrouver avec ce genre de personnes. Et c'est également le point de la biométrie que j'ai cité tout à l'heure, ce problème doit être pris en compte. Quand on vous dit par exemple qu'il y a des fictifs, ça veut dire qu'il y en a là-dedans qui sont soit double identité, double matricule, ou alors qu'ils ne travaillent pas dans la fonction, de double, ou alors qui ont 14 matricules, ou alors qu'ils ne travaillent pas dans la fonction publique du tout. Et donc, je crois que la biométrie, qui n'existe même pas, la biométrie devait nous permettre de... Et là également, là, par contre, je vais vous emboîter le pas. Là, vous avez dit, vous allez vous accompagner dans le cadre de procédures. Je pense également que les opérations de pointage, de comptage, doivent être externalisées pour pouvoir être donné au cabinet privé avec un objectif de résultat et qu'ils soient payés en fonction des résultats qu'ils pourront amener là à déplacer des fonctionnaires. Vous préconisez en clair un indépendant? Oui, ce serait plus efficace. Parce qu'à déplacer 2 ou 3 fonctionnaires qui vont rester dans les banques à surveiller si 2 ou 3 personnes arrivent par là, à un moment donné, la lassitude faisant, ils vont se décourager et puis nous ne pourrons même pas aller au bout de leur logique. Oui. Il faut que l'on installe ce processus et qu'on dise au cabinet, vous serez rémunéré en fonction des économies au résultat, en fonction des économies que vous aurez permis qu'on réalise. C'est quand même une mafia qui existe depuis de nombreuses années au Cameroun. Edmond Kamga, la presse a plusieurs fois attiré l'attention du président de la République sur cette administration publique, lui-même qui a reconnu que l'administration publique était perméable à l'intérêt particulier. Dans l'un de ses discours en fin d'année au Cameroun, il a plusieurs fois critiqué l'administration publique. Mais malgré ces différentes interpellations, ces menaces d'arrestation des personnalités, malgré l'existence de la NIF, de la CONAC, du TCS, des détournements continus au sein du ministère des Finances, au sein de l'administration publique, est-ce que finalement le président de la République n'est plus écouté par ces agents qui incarnent l'État? C'est une question que l'on peut se poser. Mais il y a une autre question, lancinante, dont on ne parle pas beaucoup. Pourquoi c'est toujours, ou presque toujours, en année électorale, que les opérations éperviers ou des opérations d'assainissement à portée spécifique ou générale sont lancées? Pourquoi c'est toujours en année électorale? Parce que l'année 2018 va bien passer, les élections vont passer, après on va oublier, les mauvaises habitudes seront reprises. C'est pour cela que M. Wafo rappelait ce qui s'est passé en 2006. C'est-à-dire, pour le cas Abba, sous la pression du FMI, a démontré que 8 millions ont disparu par mois. Mais sur la base de ce constat, on aurait pu, à ce moment précis, prendre des mesures de sécurité, de sûreté, pour empêcher qu'il y ait la possibilité d'avoir d'autres détournements d'argent sur la même filière. Parce que je vous dis, on est en année électorale, on va prendre des mesures, Moutazi va faire tout le travail qu'il pourra. On va le féliciter dans la presse ou dans les chaumières. Mais dès lors que le candidat naturel du RDPC sera, par exemple, réélu, il n'est pas encore annoncé. Je dis par exemple, non, je suis dans une hypothèse. Non, il sera pas hypothèse d'école. S'il est réélu, je vous assure que l'opération qui est menée, je vous assure, on n'en parlera plus avec tant d'efficacité. Je suis dans une hypothèse d'école. C'est le lieu d'interpeller
la presse. C'est pour cela que Donc c'est le rôle. j'interviens dans ce domaine. C'est pour ça qu'on vous appelle le quatrième pouvoir. Oui. Enfin, passé l'actualité, vous ne continuez pas vos investigations sur le sujet. Oui. Vous devez avoir une traçabilité des dossiers. Vous devez pouvoir faire le point de ces opérations-là de manière séquentielle et dans le temps et dans la durée. Le problème, c'est que passer l'événement, passer les arrestations, ça ne vous intéresse plus parce que ça ne vend plus. Vous ne mettez plus les journalistes sur des dossiers. Une fois que c'est fini, vous fermez la page et vous passez à un autre événement. Monsieur le C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle. Oui. C'est la raison pour laquelle. Moi, j'ai salué l'interpellation de mon confrère Kemende au Sénat. Et ça a à s'opposer quand même à un autre ami à moi. Oui, relayé par la presse d'ailleurs. Flambeau Pierre Gaillard. Oui. Et on a bien vu Oui. que deux intelligences qui s'affrontent sur une question essentielle finissent par aboutir à quelque chose. Donc, je pense qu'il ne faut pas que la presse oublie ce dossier. Si vous voulez rendre service au pays, rendre service à nos compatriotes et rendre service au trésor public, il faut accompagner le ministre des Finances dans cette traque et en traçant. C'est possible. Aujourd'hui, à le tracking, on peut remonter la filière, puisqu'on a le logiciel de départ. Donc, on peut savoir où l'argent y allait. Et des vrais journalistes d'investigation vous pouvez se mettre sur ce dossier et dans 6 mois, nous faire le point. Justement, Vous pouvez compter sur la presse. Jean-Robert Wafo, sur la question de la gestion du fichier solde de l'État, c'est une énième opération qui est en cours. Comment mettre définitivement terme à cette mafia de fonctionnaires fictifs et d'agents corrompus qui gangrènent l'administration publique et bien sûr grèvent les finances publiques du Cameroun? D'abord, c'est des gens qui introduisent les données dans l'ordinateur, c'est les mêmes qui peuvent modifier ces données. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord sortir, n'est-ce pas, ce contrôle, cette surveillance de la fonction publique. Je suis d'accord qu'il faut un cabinet. Et que le cabinet soit rémunéré en fonction du travail ou alors de l'argent qu'il aura fait ramener. Et monsieur le bâtonnier parlait, n'est-ce pas, qu'il fallait voir dans quelle mesure il fallait ramener cet argent. Oui, mais ce ne sera pas facile. Ça ne va pas résoudre le problème. Il faut d'abord savoir qui sont ceux qui les ont nommés là-bas. Parce qu'ils ne sont que des exécutants. Les 6 là ne sont que des exécutants. Et ils ont servi des réseaux, des clans. Et ces clans-là, puisque vous parlez donc de votre ami, ces clans vont le bousiller. Vous verrez les dossiers sortir dans la presse contre le ministre Mbotazé. Et puisque c'est votre ami, je ne vais pas vous faire une confidence, donc j'espère que on va multiplier sa garde. Parce que je sais de quoi je parle. Monsieur le bâtonnier. Mais vous faites peur. Je crois que... Non, écoutez, votre ami, le ministre Mbotazé, il vous le dira. Je parie qu'il a déjà eu des coups de fil anonymes. Vous pensez qu'il n'en est pas conscient? C'est pour ça que je dis ceci. C'est la casse du siècle au Cameroun. Quelles sont ces raisons? Je vous dis, mais c'est pour ça qu'il faut le féliciter. C'est pour ça qu'il faut le féliciter et le défendre. Écoutez, féliciter et le défendre. Non, je prends acte. La meilleure protection, la meilleure protection qu'il peut avoir, c'est l'opinion. Je prends acte c'est l'opinion. Non, je prends acte de ce qu'il a relancé cette affaire, parce qu'il n'est pas le premier à l'avoir fait. Et j'espère que que ça aboutira à une réussite. Ça, je l'espère franchement. Comme il n'y a pas de période électorale, justement, en période électorale, c'est risqué. En période électorale, d'ouvrir un tel dossier. Donc, en fait, il n'a pas tenu compte de ces paramètres-là pour commencer à. Vous voulez savoir là où va cet argent détourné? Commencez d'abord par appliquer l'article 66 de la Constitution. Faites-nous la Constitution. Sur la déclaration. Non, je vous en prie, je comprends bien. Je comprends bien l'attaque. Le SDF, je vous le dis encore une fois, depuis le SDF a été le premier. Non, le SDF n'a pas toujours été. Je suis désolé. Le SDF a été. Je dis. Est-ce que vous m'avez entendu parler? Vous voulez également savoir comment on peut combattre ça? Il faut instituer la loi sur l'enrichissement illicite. Est-ce que Monsieur Wasfo, est-ce que vous pouvez réfléchir à Jean-Robert Est-ce que vous pouvez réfléchir à Jean-Robert pour qu'on sorte de ce problème? Qu'est-ce que vous dites, Jean-Robert Wafo? Vous sortir en 2 mots, je vous en prie. Je dis, il faut mettre en application l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. Il faut une loi sur l'enrichissement sans cause, je veux dire l'enrichissement illicite. Qu'on aille partout, là, on dit ce bâtiment appartient à qui?
Et vous verrez. Si on vous dit que ça appartient à une vieille mère, on demande qu'est-ce que la vieille mère a fait pour être en capacité de construire une maison pareille. Et vous aurez cet argent. Celui qui ne pourra pas justifier, je vous dis, à 50%, il fait partie de ce réseau de salaires fictifs. Justement, Et au-delà... et vous verrez. Au-delà Dites-le à de- votre ami. Au-delà de La la thématique, lutte, la thématique. au-delà de la lutte Parce contre... qu'il est en train de taper un Jean-Robert gros Wafo. dans la fourmilière. La mafia Jean-Robert est Wafo, énorme. je vous en prie. J'essaie Au-delà de la lutte sincère. contre la corruption qui est en train d'être menée au sein de l'administration publique, il y a également un défi majeur pour le président de la République du Cameroun, celui d'éteindre les braises ardentes d'une crise anglophone à quelques semaines de la fête de l'unité nationale, malgré les opérations des sécurisations des régions du nord-ouest et du sud-ouest, des enlèvements, des assassinats, des rançons, des incendies des villages et affrontements armés se sont multipliés ces dernières semaines. Comment des élèves, des étudiants, des populations civiles sont devenus les martyrs d'une crise. C'est du moins le titre qui a fait la une de certains journaux, notamment le quotidien Mutation. Bâtonnier Charles Tchongan, vous qui côtoyez au quotidien ces populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, comment vous vivez cette escalade de la crise anglophone durant ces dernières semaines? C'est dramatique. Et je voulais avoir une pensée forte. D'abord pour nos forces de défense et de sécurité qui, pratiquement au quotidien, voient un des leurs sacrifié, n'est-ce pas, à l'autel de cette crise politique. Et une pensée également pour les populations qui souffrent, surtout pour nos compatriotes qui sont déplacés de province en province, parce qu'il y a des populations qui sont aussi déplacées à l'intérieur du pays. Oui. Parce qu'on parle que des réfugiés de l'extérieur. Donc il y a urgence, il y a vraiment urgence à ce qu'une solution soit trouvée à cette crise. Moi je le dis parce que dans quelques mois, et je le dis à mes amis, on aura traversé la ligne rouge. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans les conflits les points de non-retour. On va arriver à un moment où on va banaliser la violence. On va banaliser les meurtres. On va banaliser les assassinats. On va banaliser les kidnappings. Et ça va créer le terreau pour tous ceux qui s'enrichissent autour de toutes les guerres au monde. Vous voyez toujours que dans chaque guerre, vous avez toujours des gens qui s'en sortent enrichis. Et nous allons voir ici que les marchands d'armes vont commencer à se demander comment faire pour servir ces sécessionnistes-là. Je pense qu'il faut, à la veille de notre fête nationale, relancer un appel à tous les acteurs de notre société, aux politiques, au président de la République, au clergé, aux chefs traditionnels, Au corps de métier. pour que nous puissions, au corps intermédiaire bien entendu, pour que nous puissions trouver une solution à cette affaire. Ce n'est pas impossible. Voyez-vous, il y a quelques semaines sur ce même plateau, j'avais dénoncé l'immixtion de certaines ambassades dans la recherche de la solution. Quand des étrangers commencent à se mêler d'une crise nationale, ben, nous n'étonnons pas que d'ici quelques mois, n'est-ce pas, l'Organisation des Nations Unies puisse commencer à s'intéresser à cette crise-là. Parce qu'on ne peut pas laisser cette violence s'installer. Vous savez, le Golfe de Guinée, c'est quoi? C'est un scandale géologique en termes de richesse. Vous savez, la guerre dans le Septentrion, ce n'est pas un hasard. Cette guerre civile qui est en train de s'installer, ce n'est pas un hasard. Regardez un peu partout dans le monde. Les régions où il y a la violence ouverte, ce sont les régions les plus riches. Les régions géologiquement les plus pauvres. Il n'y a rien là-bas. En Australie, ça n'intéresse personne. Aux États-Unis, bon, pas grand-chose. La vieille Europe, pas grand-chose. Mais les guerres, là, c'est chez nous. C'est en Afrique. Regardez les foyers de tension partout dans le monde. C'est là où, en fait, les grandes puissances et la géostratégie se décident. C'est là où les grandes puissances créent le désordre pour venir piller nos ressources. Justement, Souvenez-vous que on a publié, un de vos confrères a publié un pseudo-contrat entre une société canadienne et quelques groupuscules activistes. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que la guerre de Biafra a commencé. il y a donc des enjeux géopolitiques Absolument. autour de cette Absolument. crise anglophone. Je ne crois pas à la théorie du complot, mais j'indique que les gens qui sont intéressés par ce qu'il y a là-bas peuvent attiser les braises et rendre permanente cette guerre civile qui aboutira, si on y prend garde, à des choses terribles pour la République. Il y a le rapport de International Crisis Group concernant
la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Edmond Kambia, cette organisation internationale parle d'un pourrissement de la situation, d'une multiplication des bandes armées au-delà même des factions sécessionnistes et le business des kidnappings et de la rançon qui, bien sûr, commence à s'ériger en règle dans ces régions-là. Quelle est votre analyse de la situation actuellement? J'estime que, contrairement aux bâtonniers qui pensent que la ligne rouge n'a peut-être pas encore été franchie, je pense qu'elle a vraiment été franchie. La ligne rouge a été franchie. Les informations que diffuse, que publie International Crisis Group sont basées sur des faits réels. Il y a des enlèvements, y compris des autorités administratives, politiques, des symboles de l'État. Il y a des assassinats. Non seulement en ce qui concerne des personnels de l'État, mais également des symboles de l'éducation. Un censeur enlevé ou tué, des enseignants tués dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Nous sommes à quelques jours du début des examens de fin d'année. On ne sait toujours pas si ces examens vont se dérouler dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Si ces examens vont se dérouler, dans quelles conditions? Est-ce que ces examens vont se dérouler dans des régions voisines au nord-ouest et au sud-ouest pour assurer la sécurité des enseignants, des élèves et de tous ceux qui participent à ce processus? Donc il y a un certain nombre d'interrogations qui nous amènent à penser que la ligne rouge a été véritablement franchie. Et je pense également, comme International Crisis Group, que le moment est venu véritablement d'engager une véritable médiation sur la question. Et je ne comprends pas, pour chuter, pourquoi jusqu'à ce jour, l'État, le gouvernement persiste à ne pas vouloir associer les autorités morales au règlement direct de cette crise. Samuel Motte, le gouvernement qui a plutôt envoyé la commission du bilinguisme et du multiculturalisme qui a lancé une opération d'écoute. Et bien avant elle, c'était le ministre de l'administration territoriale qui a effectué le tour dans certaines localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest avec l'interdiction des armes à feu, avec également des mesures de restriction concernant la circulation des motos, taxis qui sont soupçonnés d'être en complicité avec ces bandes armées. Malgré ces mesures-là, la situation ne semble pas se calmer dans certaines localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quel est votre regard sur l'escalade de cette crise anglophone? Il faut souhaiter, comme l'a dit Maître Tchungam tout à l'heure, qu'on n'ait pas franchi jusque-là la ligne rouge. Parce qu'effectivement, si on franchit la ligne rouge, on serait dans une situation de non-retour et personne ne sortira bénéficiaire d'une situation de poussement ou alors de conflit comme celle-là. Ce que vous avez cité tout à l'heure, ça fait partie des solutions que le gouvernement cherche à l'heure actuelle. Il n'y a pas que cela. Mais le gouvernement est conscient effectivement qu'il faut assurer la sécurité des hommes et des biens dans l'espace territorial dans lequel il a la charge. Et dans ce cadre-là, je ne comprends pas les positions d'un certain nombre de Camerounais qui consistent à mettre l'huile dans le feu. Dans le cas d'espèce, c'est un conflit. Je pense tout simplement, vraiment, en ce qui concerne nos frères qui sont considérés, étiquetés comme étant ressortissants de cette zone-là, ils ne sont pas laissés pour compte. Il y a des moments où, effectivement, où on peut montrer ses humains pour pouvoir dire qu'on ne partage pas un certain nombre de phénomènes dans la société, où on n'est pas en accord avec un certain nombre d'orientations. Une fois qu'on a exprimé, laissons le pouvoir en place, laissons les mécanismes sociaux qui ont été mis à l'intérieur de la société, trouver un certain nombre de solutions pour que tout cela s'apaise. Vous savez, là où vous êtes en train de dire, on a parlé de ces sociétés, aujourd'hui, ce qu'on traque le plus, ce n'est même pas les sociétés qu'on traque, mais c'est des groupes armés qui se sont, parce qu'il y a toujours dans de pareils conflits, des faits d'aubaine qui se créent, des gens qui veulent profiter de ce désordre-là pour pouvoir faire. Vous savez, quand vous regardez la façon avec laquelle les gens conduisent à Douala aujourd'hui, de mémoire, moi qui ai vécu les villes mortes, ces mauvaises habitudes-là, on les a pris à cette période-là. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qu'il y a un sens interdit quelque part, il y a un sens giratoire à respecter. Et lorsqu'on va rester dans cette situation-là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pour pouvoir rattraper, on mettra 20 ans pour pouvoir refaire le chemin inverse. Et c'est pour cette raison-là que les conflits, de manière générale, il faut les éviter. Justement, Jean-Robert Ouafo, des propositions pour sortir de la crise anglophone. Le SDF qui estime que le président de la République est le premier responsable de cette crise,
mais le chef de l'État, comme l'a dit Samuel Motte, multiplie des actions envers ces différentes régions, des signaux d'apaisement pour mettre fin à la crise anglophone, mais rien ne change. Que se passe-t-il? Non, mais le président de la République est responsable puisque c'est lui qui a déclaré la guerre. Il a déclaré la guerre contre son peuple. Pourtant, le SDM n'avait eu de cesse de dire que par rapport à cette crise-là, il fallait juste qu'il y ait un dialogue politique national inclusif. C'était la position du SDF dès le départ, dès le déclenchement de cette crise. Bon, on a constaté qu'on a eu affaire à un régime autiste et condescendant qui croit toujours qu'il n'y a que la force, il n'y a que le bâton pour résoudre les problèmes. Voilà là où on en est aujourd'hui. Ligne rouge, j'espère qu'on n'a pas encore franchi la ligne rouge. Je dis bien j'espère. Mais tel que nous constatons sur le terrain, il y a une circulation incontrôlée des armes à feu. L'État ne maîtrise plus, on n'a plus la maîtrise sur le plan économique, sur le plan social. L'État n'arrive plus aujourd'hui à protéger, donc à assumer sa mission régalienne de protection des biens et des personnes. Il faut préciser que la la facture socio-économique est très lourde dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les activités économiques qui sont impactées énormément à cause de la situation de ces affrontements et ces enlèvements qui se multiplient. Bien sûr, quand on regarde les symboles forts de l'État, tout un gouverneur qui est attaqué, n'est-ce pas, par des milices, par des bandes armées. Je dis, j'espère que la ligne rouge n'est pas... Il faut s'interroger. J'ai dit, j'espère que la ligne rouge n'est pas encore franchie, parce que j'espère que, également que, enfin, qu'à Yaoundé, ils ont l'obligation de comprendre qu'il n'y a qu'un débat. Il n'y a qu'un débat national inclusif pour résoudre ce problème. Il faut les appeler, on parle. Combien faut-il de morts pour qu'enfin il y ait un dialogue? Dans un tel contexte, le Cameroun peut-il aller célébrer la fête de l'unité nationale? Écoutez, ce sera un problème. Ce sera un problème. Vous dites tout un gouverneur, le gouverneur Bernard Okalia Bilay, il a attaqué. À l'aller et au retour. À l'aller et au retour. Ça veut dire que la situation est grave. Mais il faut le comprendre. La situation est extrêmement grave. Et Maître disait que nous sommes un scandale, que le golfe de Guinée, c'est un scandale minier en termes de richesse. Vous comprenez bien qu'il y aura, c'est-à-dire que des vendeurs d'armes. Des vendeurs d'armes qui sont prêts à faire intrusion dans... Je dis, qui a peur du dialogue dans ce pays par rapport à la crise anglophone? Qui a peur du dialogue? Combien faut-il de morts? Parce que vous estimez que jusque-là, on n'a pas dialogué, M. Wafo. Vous n'avez pas dialogué, vous avez envoyé des gens qui étaient impopulaires dans leur chef, c'est connu. Voilà. Non, mais je suis désolé. Si vous dites, écoutez-moi bien. M. Wafo dit il faut faire un dialogue inclusif et il commence à choisir les acteurs. Non, je suis désolé, je dis bien ceci. Dialogue inclusif, on envoie des gens impopulaires, mais finalement, en quoi il qu'on a envoyé, quel est donc le résultat, M. Motte? Est-ce qu'ils ont ramené la paix là-bas? S'ils n'ont pas ramené la paix, ça veut dire qu'ils ont échoué. Il faut le dire clairement. Parce que vos attitudes également, M. Wafo, incitent à la guerre. Vos attitudes incitent à la guerre. Non, ça c'est pas reçu d'esprit ça. Quand vous dites que j'incite à la guerre, le SDF n'a eu de cesse condamner les violences. D'où qu'elles viennent. Vous pensez que c'est une arme politique? Que ce soit des vous l'utilisez comme une arme politique. Quand tout un gouverneur est attaqué, Monsieur Motte. N'insistez pas sur l'attaquer parce qu'effectivement, là, vous voulez en faire un argument politique. Le plus grand symbole de l'État dans cette vous devez commencer déjà par le déplorer. Ça veut dire que la situation est grave. Commencez par déplorer que l'on puisse s'attaquer. Je vous en prie, messieurs, je vous en prie. Messieurs les hommes politiques, je vous en prie. Monsieur Wafo, je vous en prie. Bâtonnier Charles Tchungan, sur les propositions de dialogue, presque tous les acteurs de l'opposition, de la société civile et même la communauté internationale, ils ont invité le président de la République à ouvrir un dialogue, à discuter avec toutes les parties prenantes. On a vu le secrétaire général des Nations Unies qui a même fait une escale non officielle au Cameroun pour discuter avec le président de la République à ce sujet-là. Mais jusqu'ici, cette plateforme de dialogue qui est attendue n'est pas encore visible. Qu'est-ce qui retarde justement la mise en œuvre d'une telle plateforme sur le théâtre de la crise anglophone? Moi, je crois que le conflit rentre dans une phase de pourrissement. Pourquoi? Parce que les politiques, quand je parle de politique, c'est sans exclusif, sont dans la confrontation permanente. Souvenez-vous, le président de la République à la tribune des Nations Unies, son dernier discours, il a dit « Nous sommes tous des mendiants de la paix ». Si c'est valable au niveau international, ça doit pouvoir être valable chez nous.
Bientôt, dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de l'unité nationale, fête du 20 mai. Ça doit pouvoir interpeller toute la société camerounaise. Quelle est la solution possible? Et je pense qu'elle n'est pas elle est unique. Il faut mettre en place une plateforme de dialogue. Et cette plateforme doit être inclusive. Elle doit, a priori, exclure les acteurs du conflit. Si vous n'identifiez pas les acteurs du conflit, vous ne pouvez pas dialoguer. Et pour cela, il faut mettre en place une task force composée à la fois des membres du politique, c'est-à-dire opposition majorité, de la société civile, du clergé et des autorités traditionnelles, pour que cette task force puisse identifier les acteurs de la crise. En fait, la difficulté vient de quoi? On sait bien que d'un côté, on a le gouvernement. Le gouvernement de la République ne se cache pas, on sait, identifiable. Comment identifier ceux qui sont en face? Ça va requérir quand même des organes dont la moralité, dont l'éthique, dont le point est suffisamment puissant pour pouvoir aller chercher ces acteurs qui se cachent derrière ces actes de violence et de barbarie. Et bien entendu, mettre en place une médiation. Justement, il y a parce que le clergé doit assurer cette médiation-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Permettez aux bâtonniers de pouvoir s'exprimer. Et ça peut prendre du temps. Vous savez, les sociétés comme les nôtres, qui ne sont pas habituées à la médiation, considèrent la médiation comme un acte de faiblesse du pouvoir en place. La médiation, c'est une technique de résolution des conflits. Et c'est une technique qui a fait ses preuves ailleurs. Et j'indique que chaque fois qu'on essaye de s'installer sur le secteur du régalien, vous avez tous les Vatangais qui considèrent que l'État ne doit pas s'asseoir autour d'une table avec ses citoyens. C'est ça qui bloque. Vous avez des deux côtés des esprits qui refusent absolument. Parce que, maître, vous considérez considérez le régime de Yaoundé qui refuse de dialoguer avec les gens. Je ne juge pas. Maître, est-ce que vous pouvez me citer un seul pays? Permettez à Edmond Kamga d'abord de réagir sur la... Est-ce que vous pouvez me citer, maître, un seul pays? Oui. Jean-Robert Wafo, permettez à Edmond Kamga d'abord de réagir sur la question. Edmond Kamga, sur la question... Sur la question relative... C'est pas un pays? La crise anglophone. C'est pas un pays? Messieurs... Vous me posez une question, je vais vous répondre. Messieurs, je vous en prie. De Gaulle. Jean-Robert Wafo, Maître Charles Tchunga, permettez à Edmond Kamga de pouvoir également s'exprimer sur le sujet. Edmond Kamga, la médiation proposée par la communauté internationale serait l'Église qui existe au Cameroun, mais depuis déjà 2 ans que cette crise ne cesse de s'aggraver. Le dialogue, presque personne n'en semble vouloir se retrouver sur la même table. Le bâtonnier parlait des extrémismes qui existent dans les deux camps qui s'affrontent sur le théâtre de la crise anglophone. Pour vous, que faut-il faire? Il n'y a pas d'extrémisme au gouvernement. Dans les prochaines semaines, il n'y a pas pour pouvoir d'extrémisme au sortir de la gouvernement. crise anglophone. Tout à l'heure, à la fin de mon propos, je disais que je ne comprenais pas pourquoi le gouvernement s'obstine à ne pas associer de manière directe l'Église. J'ai dit les autorités morales, parce que de toutes les religions, dans le règlement de la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est la première question que je m'étais posée. Pour embrayer sur l'autre solution, l'autre piste de solution, qui voudrait qu'en réalité, je partage ce que disait le bâtonnier tout à l'heure, au niveau de la plateforme qu'il faut mettre sur pied. Elle peut avoir n'importe quel nom, mais ce doit être une table ronde, ou alors un lieu, un espace public où les principaux acteurs concernés doivent se retrouver. Je suis pour que tous les acteurs se retrouvent. Un dialogue inclusif. Comprenant non seulement, comme il a si bien dit, l'opposition et le gouvernement, l'opposition, la société civile, les autorités traditionnelles. Mais Samuel Maud du RDPC estime qu'il y a déjà eu de nombreuses actions de dialogue entre Non, il n'y a pas encore eu cette forme de dialogue. Depuis que la crise a commencé, quelles actions? Cette forme de dialogue que nous appelons n'a pas encore eu lieu. Un dialogue au plan national. Écoutez, tout à l'heure, l'actualité nous ramène pour justifier les dépenses et puis on dit qu'il y a dialogue. Monsieur Wafo,
l'actualité nous fait parler de la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Je suis désolé, cette commission ne trouvera aucune solution à la crise anglophone. Ce n'est pas son objet, ni son fondement. Elle promeut le bilinguisme et le multiculturalisme. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. La preuve, c'est que le chef de l'État, dans les doléances qui ont été formulées par le consortium qui a été interdit, un certain nombre de mesures ont été prises, ont été concrétisées. On le voit à l'ENAM, à la Cour suprême et autres. Mais ça n'a rien à voir fondamentalement avec ce que fait la Commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme. Donc ce n'est pas elle qui va résoudre la crise. Ce sont les acteurs concernés par la crise qui vont s'asseoir autour de la table. On approche de la fête de l'unité nationale qui est un moment de cohésion de toutes les couches sociales et différentes communautés au Cameroun. Avec cette crise anglophone, Samuel Motte, en 2 mots, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que les Camerounais célèbrent l'unité nationale, qu'ils soient du nord-ouest, du sud-ouest, quelle que soit leur région et leur esprit qui soit porté pour cette cohésion nationale? Ce n'est pas une question à poser à moi, c'est une question à poser à Edmond Kamga, à Robert Wafo. Je vous en prie, allez-y directement. Non, mais écoutez, vous voulez jouer le rôle du modérateur? J'ai une démarche à avoir. Pour ce qui me concerne, je pense qu'il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits du côté du gouvernement. Mais lorsque vous avez en face des interlocuteurs, notamment qui sont en train de vous dire chaque fois il faut faire des dialogues parce que vous n'avez pas fait un certain nombre de choses, je note aujourd'hui la question centrale, qu'est-ce qui nous sépare entre les gens qui veulent couper le Cameroun en 2 et ceux qui pensent que l'unité nationale est une chose importante. Qu'est-ce qui nous sépare? À partir de ce moment-là, on peut faire des arbitrages. Notamment quand ils vont ailleurs pour nous dire on va chercher des arbitres, il faut également que lorsqu'on se met en situation de référent, en situation d'arbitre, il faut également que soi-même, qu'on soit animé par un esprit d'objectivité. Dans le cas d'espèce, quand vous parlez du clergé, on connaît les positions du clergé aujourd'hui, ils ne sont pas notamment des positions d'apaisement. Mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ça dit que le clergé refuse le dialogue. Alors que le clergé le fait appeler au dialogue. Non, au dialogue, mais en disant, on peut appeler. Monsieur Motte appartient à la 5e colonne, à une des 5e colonnes qui est venue attaquer Monsieur Cléda. Jean-Robert Wafo, permettez à Samuel Motte de terminer, je vous en prie. Et donc, je pense effectivement que toute solution, y compris la médiation, je pense qu'elle doit être saluée, elle doit être louée, doit être demandée partout. Mais encore une dernière fois, à partir du moment où on commence à engager un dialogue avec un certain nombre, avec un esprit vindicatif, vous allez très bien que pour trouver les points de convergence, là, ça devient très compliqué. Est-ce que vous, au sein du RDPC, le parti au pouvoir, vous accepterez un débat sur la forme de l'État dans ce dialogue? Non, mais ils n'accepteront jamais. Est-ce que vous accepterez une articulation de ce dialogue? La réponse est dans la question. Premièrement, il faut partir dans un dialogue avec l'esprit ouvert. Vous ne partez pas dans un dialogue avec des positions fortes comme celle-là. C'est le conseil que vous faire à vos partisans. Le débat sur tel ou tel point, à ce moment-là, on ne dialogue pas. Vous ne dialoguez pas pourquoi? Nous sommes tous copropriétaires de ce pays, monsieur. Deux mots pour... Heureusement qu'en octobre 2018, le dialogue commencera avec Joshua. Jean-Robert Wafo. Voilà. Je voulais simplement indiquer qu'il ne faut pas exciper une écharpe rouge pour faire peur comme si on était dans une arène. La question du fédéralisme n'est pas une question tabou. J'indique simplement, c'est un problème d'autonomie de gestion. Vous avez... Non, même pas. Même pas. Parce qu'en fait, tout ce qui s'arc-boute sur la question sur la forme de l'État... Et qui veut en faire un préalable? Il biaise le débat. Bien sûr. Le véritable débat, c'est quoi? Quelle va être l'autonomie de gestion des différentes collectivités territoriales du pays? Vous avez des pays qui sont des pays centraux, comme le royaume espagnol, où le degré d'autonomie est tellement fort qu'on n'a même pas besoin de faire de la régionalisation ou de faire du fédéralisme. Vous avez des pays comme la Suisse. Donc, c'est un problème de degré d'autonomie de nos collectivités territoriales. Merci. C'est-à-dire, en fait, Merci, bâtonnier Charles. Est-ce que la décentralisation a réussi? Merci également à Samuel Motte, président de la section RDPC. Est-ce que la décentralisation a... Jean-Robert Wafo, merci également d'être venu sur ce plateau. Edmond Kamga, la nouvelle expression, merci. Mesdames, messieurs, nous allons poursuivre ce débat dans d'autres cadres. Merci d'avoir suivi Droit de réponse ce dimanche. Nous prolongerons le débat dans le cadre de d'autres plateformes sur Equinox Télévision. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche sur Equinox Télévision.